ce journal sur BCTV, voici le sommaire. Discussion en partie entre la majorité, l'opposition et le Front pour le respect de la Constitution ce jeudi sur l'attribution aux uns aux autres de 3 postes de vice-présidence du Conseil national de suivi de l'accord, la présidence ayant été confiée à Etienne Tshisekedi. Les délégués reprendront vendredi les travaux sur l'arrangement particulier au centre interdiocésain. Et puis l'état des lieux du parc agro-industriel de Boukangalonzo et les relations existantes entre la RDC et la Belgique en ce qui concerne le développement rural. Ces sujets ont fait l'objet des audiences accordées par la ministre Martine Boukassa. La ministre du Développement rural a eu un aperçu général de ce parc agro-industriel grâce aux explications lui fournies par la directrice générale de Boukangalonzo. Et en dehors de nos frontières, fin mandat Yaya Jammeh en Gambie après 22 ans au pouvoir et prestation de serment de son successeur élu Adama Barrow prévu ce jeudi 19 janvier. Ces deux événements créent la tension en Gambie. Jammeh s'accroche au pouvoir et Barrow, bloqué au Sénégal, doit prêter serment à l'ambassade gambienne de Dakar. Pendant ce temps, aux États-Unis d'Amérique, Obama a tenu sa dernière conférence de presse en tant que président américain. C'est donc ce vendredi 20 janvier que Donald Trump sera investi et accède à la Maison-Blanche comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Les travaux sur l'arrangement particulier au centre interdiocésain sont renvoyés à vendredi 20 janvier 2017. Et c'est qu'ont annoncé à la presse les membres de différentes composantes au sortir de la salle le mercredi 18 janvier. Pour Vital Kamerhe, les choses avancent très bien. Le président de l'UNC révèle que les parties prenantes ont adopté une résolution accordant explicitement la présidence du Comité national de suivi de l'accord à Etienne Tshisekedi. Les 3 postes de vice-présidence sont confiés à la MP, à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et au Front pour le respect de la Constitution. Il a par ailleurs signalé qu'une question reste pendante et qu'elle fera l'objet des négociations. Cette question est celle de savoir quelle composante parmi les 3 va occuper le poste de premier vice-président. Et là, a-t-il conclu, ça va faire l'objet des négociations entre les 3 composantes. Olivier Kamitatou, quant à lui, reconnaît qu'il y a une très grande impatience de la part de la population. Le délégué du rassemblement se veut rassurant sur le fait que les délégués ne travaillent pas pour un partage de postes et que même si le rythme peut paraître lent, il n'y a pas, selon lui, atermoiement. Les travaux se poursuivront le vendredi 20 janvier prochain. La journée de jeudi est consacrée aux discussions en aparté entre les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition et du Front, autour notamment de la question d'attribution aux uns et aux autres les 3 postes de vice-présidence du Comité national de suivi de l'accord. Toujours dans le but de présenter un fichier révisé au plus tard le mois de juillet 2017, la Commission électorale nationale indépendante a lancé les opérations d'enrôlement des électeurs sur l'axe Niambembe, Nzovu, Penekusu dans les territoires de Chabunda au Sud Kivu. Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, s'était rendu sur place à Chabunda pour confirmer le déploiement du carburant et des kits électoraux et rendre effectives les opérations d'enrôlement dans cette partie du Sud Kivu. Norbert Basengezi a encouragé la population de Chabunda à s'enrôler pour ne pas perdre le nombre de sièges qu'ils ont. Le vice-président de la CENI a également confirmé que la localité de Lulingu était déjà servie en matériel électoral et en carburant. Par ailleurs, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a indiqué que 98% du territoire de Chabunda était desservi par la CENI. 2 présumés combattants de l'ex-mouvement rebelle du M23 ont été présentés ce mercredi 18 janvier 2017 au gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Il s'agit du major Zimurinda James et de l'adjudant-chef Désiré Karangwa, arrêtés il y a quelques jours avec leurs armes dissimulées dans des sacs de pommes de terre. Selon le général Kamanzi, commandant intérimaire de la 34e région militaire qui les a présentés au gouverneur, ces individus voulaient attaquer la province en faisant jonction avec le groupe Sulutani Makenga.
À cet effet, Julien Paloukou loue les efforts de forces de sécurité de la RDC et invite la population à redoubler de vigilance. En dehors des éléments du M23, 2 autres bandits armés ont été également conduits au gouverneur. Ce dernier ont été surpris avec 22 armes. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, a dénoncé au cours d'un point de presse l'incursion des éléments du M23. Une nouvelle que beaucoup de gens n'ont pas bien accueillie et qui a suscité beaucoup de polémiques. Cette arrestation est donc une occasion pour la population de ce coin de saluer la bravoure de FARDC qui ont réussi à démanteler ce réseau au niveau interne, a fait savoir le gouverneur. En outre, le mécanisme conjoint de vérification de la MONUSCO se déploie depuis le lundi dans la zone en vue d'avoir une situation plus claire concernant l'incursion, a assuré Félix Prosper Basse, porte-parole de la MONUSCO, au cours de la conférence de presse hebdomadaire. Le ministre du Développement rural, Martine Boukassa, a accordé le mercredi 18 janvier 2 audiences dans son cabinet de travail. L'une à Madame Annelise de Backer, ministre conseiller, chef de la coopération ambassade, accompagnée de François Kieffer, représentant résident adjoint de la coopération technique belge, et l'autre à Ida Kamonji, directeur général du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, accompagné du gouverneur de la province d'Okwango, Larousse Kabula Mavula. Il convient de relever qu'au cours de ces audiences, il a été question de l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises vivant en milieu rural. Cette amélioration qui passe par un accès et un assainissement de l'eau potable, mais aussi le désenclavement des milieux ruraux en mettant à la disposition des communautés locales les routes de desserte agricole praticables en toute saison afin de favoriser les échanges entre les populations, a constitué l'essentiel de l'entretien que le ministre du Développement rural Martine Boukassa a eu avec Annelise de Backer, ministre conseiller, chef de la coopération ambassade de la Belgique, et François Kieffer, représentant résident de la coopération technique belge. À l'issue de l'audience, Martine Boukassa, ministre du Développement rural, a apprécié le partenariat entre la RDC et le Royaume de Belgique à travers la coopération technique pour réaliser les actions à impact visible dans le secteur du développement rural visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Cela rejoint la vision du chef de l'État qui a signé des recommandations prioritaires au gouvernement du zone national, celle d'améliorer le social de la population. Reçu en deuxième audience, Ida Kamonji, numéro 1 du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, accompagné du gouverneur de la province du Kwango, Larousse Kabula Mavula, se sont penchés sur la prochaine visite de la ministre du Développement rural aux populations avoisinant le complexe agro-industriel de Bukanga-Lonzo en vue de la mise en œuvre du projet en faveur des petits paysans. Assistance aux sinistrés des pluies diluviennes à Boma, dans le Congo central. L'opération de la distribution des vivres et des premières nécessités se poursuit sur le terrain. La société civile et forces vives du Congo central, qui salue l'appui du gouvernement central, indique que cette assistance apportée ne couvre que les besoins de 2000 ménages. Valentin Vangui, coordonnateur de la coalition des associations locales, espère encore une autre intervention du gouvernement, pour apporter une association de plus en faveur d'autres ménages qui fait un total de 1650 foyers dans le besoin. Il a par ailleurs fait savoir que le gouvernement central, à travers la commission envoyée sur place pour secourir les sinistrés, et le gouvernement provincial réfléchissent déjà sur les modalités à satisfaire toutes les familles touchées. Valentin Vangui a par la suite lancé un SOS aux organisations humanitaires et à des personnes de bonne volonté de venir en aide aux familles sinistrées de Boma. Rappelons que c'est dans la nuit du 26 décembre 2016 qu'une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Boma. Plusieurs morts et des dégâts matériels ont été alors enregistrés. C'est la première fois que Boma soit inondée de la sorte, avait commenté la société civile provinciale. L'étendue des dégâts s'est réduite au fait que la rivière Kalamu et le fleuve Congo soient tous sortis de leur lit suite aux abondantes eaux déployées. Un mausolée et une stèle sont en train d'être érigés sur le site de Chilatembo, situé dans le territoire des Kambové, à environ 50 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, lieu où a été assassiné le premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. À cela s'ajouteront un buste de Lumumba et ceux des autres panafricanistes comme Kwame Nkrumah et Musée Laurent Désiré Kabila. Sur ce même site, il a déjà été installé un ancien avion ressemblant à celui qui avait transporté Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo avant leur exécution à Lubumbashi
Lumumbi, alors appelée Elisabethville. Financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, ces travaux visent d'abord à rendre hommage à Patrice Emery Lumumba, mais également à rendre le site plus attractif, de sorte qu'il soit de plus en plus fréquenté par des touristes et des personnes anonymes. Ils sont exécutés par l'Agence provinciale de petits travaux, APTT, qui est en œuvre il y a de cela près d'une semaine, comme les rapportent des témoins. En outre, des travaux de réhabilitation de routes sont en cours sur la route principale qui mène vers le site et ces mêmes travaux seront étendus sur un espace de 10 hectares, précise un agent de l'APTT. Cette initiative a été saluée par les compagnons et amis de Lumumba qui les considèrent comme le couronnement des efforts de lumumbistes qui visent à redorer l'image du héros national, a affirmé le président national du mouvement national congolais de Lumumba. Ils sont pour les uns à la porte d'entrée au pouvoir et pour les autres à la sortie. Yaya Jammeh de la Gambie doit déjà partir du palais présidentiel des Banjul vu que son mandat a pris fin le mercredi 18 janvier. Et c'est ce jeudi 19 janvier que le président élu de la Gambie, Adama Barrow, doit être investi. La négociation de la dernière chance, celle du président mauritanien, Mohamed Abdoul Abdelaziz, a visiblement échoué. Yaya Jammeh campe sur ses positions et refuse toujours de quitter le pouvoir alors que son mandat s'est terminé le mercredi à minuit. Une situation qui empêche l'investiture d'Adama Barrow à Banjul. Cette investiture, selon nos dernières informations, va se tenir à l'ambassade gambienne à Dakar. Pendant ce temps, les troupes de la CEDEAO sont prêtes à intervenir sur les sols gambiens. Composées de soldats sénégalais et nigérians, ces forces n'entendent que la permission du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir ce jeudi au sujet de la crise gambienne. Du côté des forces restées fidèles à Jammeh, on jure que par la riposte, si le territoire gambien est attaqué, selon nos dernières informations. Par ailleurs, Barack Obama, président sortant des États-Unis, a fait ses adieux le mercredi 18 janvier à la presse. Dans une atmosphère détendue, Obama a conseillé à son successeur sur ses relations avec la Russie. Il s'est dit aussi inquiet sur les conflits israélo-palestiniens qui demeurent une situation dangereuse pour les Israéliens et mauvaise pour les Palestiniens. Obama a ensuite promis de répondre à son successeur si les valeurs fondamentales des États-Unis sont attaquées, avant de saluer la liberté d'expression de la presse. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, sera investi ce vendredi 20 janvier 2017 à Washington comme 45e président des États-Unis. Place à présent au rappel de titres. Discussion en partie entre la majorité, l'opposition et le Front pour le respect de la Constitution ce jeudi sur l'attribution aux uns aux autres de 3 postes de vice-présidence du Conseil national de suivi de l'accord, la présidence ayant été confiée à Etienne Tshisekedi. Les délégués reprendront vendredi les travaux sur l'arrangement particulier au centre interdiocésain. Et puis l'état des lieux du parc agro-industriel de Boukangalonzo et les relations existantes entre la RDC et la Belgique en ce qui concerne le développement rural. Ces sujets ont fait l'objet des audiences accordées par la ministre Martine Boukassa. La ministre du Développement rural a eu un aperçu général de ce parc agro-industriel grâce aux explications lui fournies par la directrice générale de Boukangalonzo. Et en dehors de nos frontières, fin mandat Yaya Jammeh en Gambie après 22 ans au pouvoir et prestation de serment de son successeur élu Adama Barrow prévu ce jeudi 19 janvier. Ces 2 événements créent la tension en Gambie. Jammeh s'accroche au pouvoir et Barrow, bloqué au Sénégal, doit prêter serment à l'ambassade gambienne de Dakar. Pendant ce temps, aux États-Unis d'Amérique, Obama a tenu sa dernière conférence de presse en tant que président américain. C'est donc ce vendredi 20 janvier que Donald Trump sera investi et accède à la Maison-Blanche comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt sur BSI TV. C'est l'heure de vous informer dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue. RDC, la Sanco compte boucler sa mission plus tard le 21 janvier, écrit la radio Capi.
La conférence épiscopale nationale du Congo n'entend pas poursuivre sa mission de bons offices au-delà du week-end prochain. Cette position a été signifiée mercredi 18 janvier par la médiation aux parties prenantes aux négociations directes au centre interdiocésain. Les parties prenantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur la répartition des responsabilités gouvernementales du processus électoral ainsi que sur la composition et la répartition des postes au sein du Conseil national du suivi de l'accord. Les travaux vont se poursuivre dans les sous-commissions jeudi 19 janvier. Les conclusions devront être présentées le 20 janvier à 16h, heure de Kinshasa, a indiqué Maître Georges Kapiamba. Majorité rassemblement dos à dos, RDC, les évêques menacent. Si les négociateurs engagés dans les discussions ne trouvent pas un consensus sur l'ensemble des matières liées à l'arrangement particulier, les évêques catholiques qui, comme tout le monde le sait, ont tout abandonné, y compris les tâches pastorales dans leurs diocèses respectifs, mettront la clé sur le paillasson. Ils en auront ainsi fini avec les bons offices si la situation demeure en l'état actuel de la ritournelle et de la politique consistant à tourner autour d'un point sans pour autant avancer dans la mise en œuvre de l'accord tel que conclu le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain à la Gombe. Cette menace à elle seule est une véritable alerte rouge. Elle mérite, si besoin en est encore, d'être prise au sérieux. De Kabila, Tshisekedi, en passant par leurs légaux commis à la table de pourparlers politiques, sans oublier évidemment tous ceux qui en sont exclus, l'appel des évêques reste le même. Éviter la rupture. Bien, par contre, s'il faut paraphraser le pape François, tous et alors tous sont appelés à construire de ponts en lieu et place des murs. Des élections pacifiques aux résultats acceptés de tous ne sauraient être organisées en RD Congo que si, et seulement si, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, revenaient au bon sentiment et à l'amour de la patrie. Forum de Zas parle, lui, de l'affaire Diongo. L'Assado s'en remet à Kabila. L'ONG de défense des droits de l'homme en appelle à l'intervention du chef de l'État pour faire libérer l'élu de la Lukunga et les membres de son parti condamnés et ou poursuivis en violation, selon elle, des principes constitutionnels garantissant un procès juste et équitable. Le journal poursuit, selon Jean-Claude Katende, Franck Diongo a été arrêté le 19 décembre dernier, torturé et enlevé de sa résidence à Kinshasa avec plus d'une cinquantaine des membres de son parti et sympathisants. Toujours selon Jean-Claude Katende, les membres du MLP auraient été sérieusement torturés au point que certains parmi eux auraient des bras cassés et paralysés, des mains brûlées à l'aide de l'acide sulfurique, alors que d'autres auraient des traces de fils de fer qui ont été utilisés pour les ligoter ou de plaies sur les bras, dents et mâchoires cassées, sans accès à des soins médicaux adéquats. C'est compte tenu de ce que Jean-Claude Katende présente comme étant abus qu'il sollicite l'intervention du chef de l'État pour faire libérer les députés Franck Diongo et les membres de son parti. Il demande à la SANCO d'inscrire sur la liste des personnalités emblématiques devant bénéficier de mesures de décrispation le député Franck Diongo et les membres de son parti. Terminons par actualité.cd qui annonce Sassou à Kinshasa, des rencontres envisagées cet après-midi avec notamment la SANCO. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est à Kinshasa depuis l'avant-midi de ce jeudi 19 janvier 2017. Il est arrivé dans le cadre d'un deuil qui frappe un de ses conseillers, Jean-Dominique Okemba. Selon le source d'actualité.cd, des rencontres avec des politiciens congolais sont envisagées cet après-midi au Fleuve Congo Hotel. Rien n'est confirmé, les contacts sont en cours, affirme une source de la présidence de la RDC. On a également appris qu'une rencontre avec la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO est en train d'être négociée. C'en est fini avec cette revue de presse. Merci de nous faire confiance.